cette proposition de loi, mais je vous demande d'être peut-être le plus concis possible dans vos prises de parole, si vous ne voulez pas terminer trop tard. Très bien. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président, mes chers collègues. L'accueil de la petite enfance partout sur notre territoire est devenu un impératif majeur pour les maires et les élus locaux. Qu'il s'agisse de grandes villes ou de petites communes rurales, tous sont confrontés à une même réalité. Sans solution d'accueil pour les jeunes enfants, il n'y a pas d'accès durable à l'emploi pour les parents, pas d'attractivité résidentielle, pas d'équilibre territorial. L'article 17 de la loi dite plein emploi de 2023 a reconnu cette réalité en créant la fonction d'autorité organisatrice du service public de la petite enfance. Depuis le 1er janvier 2025, les communes sont ainsi devenues les pilotes de cette politique essentielle. Pour les communes de plus de 3 500 habitants, l'exercice de 4 compétences, recenser les besoins, informer et accompagner les familles, planifier les modes d'accueil et soutenir leur qualité, est devenu donc obligatoire. À ce titre, les communes sont compensées financièrement par l'État selon les modalités fixées par un décret paru en juillet 2025. Sur le terrain, la réalité est plus complexe. Les besoins des familles ne se calibrent pas sur les seuils administratifs. Dans toutes nos communes, y compris les plus petites, les parents cherchent des solutions de garde, les élus organisent des services et les collectivités financent des dispositifs souvent coûteux. Pourtant, la loi de 2023 a fait le choix de laisser de côté une grande partie du territoire rural. Elle a de fait exclu des millions de parents et d'enfants du bénéfice de la solidarité nationale. Cette situation, je l'ai découverte de manière très concrète lorsqu'un élu local de mon département, Sébastien Delacour, président de la communauté de communes des Rives-de-Saône en Côte-d'Or, est venu donc m'alerter. Son intercommunalité compte plus de 20 000 habitants, répartis exclusivement dans des communes de moins de 3 500 habitants. À la suite d'un transfert de compétences, son intercommunalité est devenue autorité organisatrice du service public de la petite enfance. Elle assume donc pleinement les 4 missions prévues par la loi. Elle recrute, elle investit, elle organise les services, elle agit au quotidien pour les familles. En somme, elle porte l'ambition de l'État. Et pourtant, parce qu'aucune de ces communes ne dépasse individuellement le seuil des 3 500 habitants, elle ne perçoit aucune compensation financière. Comme si, dans nos territoires ruraux, l'accès à l'emploi n'était pas, lui aussi, conditionné à l'offre d'accueil du jeune enfant. Comme si les besoins des familles étaient inexistants, comme si l'égalité territoriale pouvait s'accommoder d'une telle rupture. C'est donc pour corriger cette injustice incompréhensible et inacceptable que j'ai déposé cette proposition de loi dont l'objectif est simple. Par un article unique, elle vise à étendre le bénéfice de la compensation financière à toutes les communes, dès lors, bien sûr, qu'elles exercent effectivement les compétences du service public de la petite enfance. Parce que ce qui doit être financé, ce n'est pas la taille d'une commune, mais c'est bien l'exercice d'une mission assumée au quotidien. Très rapidement, les échanges avec les acteurs de terrain, notamment Intercommunalité de France, ont fait apparaître la nécessité d'intégrer pleinement les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes. Dans bien des territoires, ce sont effectivement eux qui exercent de plus en plus au quotidien ces compétences. Il est donc indispensable qu'ils puissent percevoir directement ces compensations sans passer par des mécanismes complexes de reversement. Je me réjouis donc à cet égard de l'élargissement dont nous avions parlé avec Madame la rapporteure et qui a été adopté en commission, donc l'élargissement aux autorités organisatrices de la compétence service public petite enfance. Je tiens donc particulièrement à souligner et à remercier le travail de Madame la rapporteure, de l'ensemble des membres de la commission des affaires sociales, de Monsieur le Président et des équipes administratives qui ont permis l'examen de ce texte attendu par de nombreux élus. Permettez-moi de revenir brièvement sur ce cadre opérationnel. Le service public petite enfance repose aujourd'hui sur un certain nombre de niveaux d'intervention. D'abord, 2 compétences dites socles qui sont donc exercées par toutes les communes, le recensement des besoins des enfants de moins de 3 ans, l'information et l'accompagnement des familles. Ensuite, 2 compétences complémentaires, la planification des modes d'accueil et le soutien à leur qualité, obligatoires pour les communes de plus de 3 500 habitants. Et enfin, pour les communes de plus de 10 000, mais services qui existent dans beaucoup d'autres territoires avec une population plus basse, des obligations supplémentaires ont été mises en place, par exemple la mise en place d'un relais petite enfance et l'élaboration d'un schéma de développement de l'offre.
Dans l'esprit de la loi de 2023, toutes les communes participent donc effectivement au service public de la petite enfance. Mais, vous l'avez compris, seules certaines bénéficient d'un soutien financier de l'État. Et c'est bien cette logique qui n'est pas tenable et qui d'ailleurs a été vivement critiquée dès la promulgation de la loi. D'abord le seuil des 3 500 habitants, qui ne repose, vous l'avez compris, sur aucune réalité objective en matière de besoins des familles. Ensuite, le fait que les intercommunalités aient été écartées du dispositif, alors même qu'elles sont de plus en plus souvent l'échelon pertinent pour organiser ces services. Et enfin, le montant global de l'enveloppe financière qui sera bien évidemment certainement à revoir au budget 2027. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui change profondément la donne puisqu'elle rétablit le principe d'équité, elle intègre toutes les communes, quelle que soit leur taille, elle inclut les intercommunalités et les syndicats mixtes lorsque ceux-ci ont bien eu un transfert de la compétence. Elle corrige donc une anomalie majeure du dispositif actuel. Grâce aux travaux de la Commission, elle apporte une réponse concrète à l'absence de compensation directe pour les structures intercommunales. Le coût de cette mesure est relativement maîtrisé au regard des services et des effets qu'il induit sur les territoires. Il est estimé à peu près 30 millions d'euros par an. J'espère vivement, chers collègues, que cette réforme pourra entrer en vigueur au plus vite, et notamment en janvier 2027, afin de donner de la visibilité aux collectivités et de sécuriser leurs engagements importants sur l'ensemble des territoires. Vous l'avez compris, ce texte n'est pas une réforme technique, c'est un acte politique. Celui de ne pas abandonner les territoires et les familles en ruralité, celui de soutenir les élus qui agissent au quotidien et de garantir à chaque parent, où qu'il vive, les mêmes chances d'accéder à un mode de garde. Ce qui est en jeu, c'est bien notre cohésion territoriale, notre politique de l'emploi et l'égalité tout simplement entre les Français. Je compte donc sur votre soutien pour corriger cette situation afin que, au plus vite, les élus, les familles, les enfants de nos territoires ruraux puissent bénéficier, comme les autres Français, d'un accompagnement de l'État en matière de services publics petite enfance. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la sénatrice. La parole est à notre collègue Brigitte Devésa, rapporteure de la Commission des affaires sociales, pour 10 minutes ou moins.